Hola, bonjour. Salut John, comment ça va? Ça va, ça va. C'est, c'est une belle journée. On est 13 heures en El Salvador. Et ça me fera plaisir de parler un peu en français parce que depuis que je suis ici, je n'ai plus souvent l'occasion de parler en français. Donc ça fait plaisir. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi aussi. Quand on s'est vu justement au Salvador, on m'a dit que tu parlais français. J'ai fait quoi vraiment? Et ça fait depuis c'était novembre, peut-être décembre même, que je me suis dit il faut vraiment qu'on fasse ce live. Et donc c'est très très cool d'avoir des devs Bitcoin Core francophones. Donc j'en profite. Oui, tout à fait. Et il y en a que deux ou trois. Ok. Euh, donc oui, des francophones, il n'y en a pas beaucoup. Ok, ouais, bah c'est pas très commun. C'est quoi, c'est plutôt des Nord-Américains ou c'est un peu divers? Les contributeurs Bitcoin Core, oui, nord-américains et européens. Mais européens plus, dirais-je, hollandais, ou belges, ou allemands, ou britanniques, Ok, par exemple. Oui. ok, intéressant. Du sud d'Europe, je n'ai pas de souvenir du sud d'Europe à part un d'Espagne et deux ou trois de la France. Et c'est tout. Ok. Et bon après, j'ai plein de questions sur ça, mais je pense qu'on pourra y revenir juste un peu plus tard. Est-ce que dans un premier temps, peut-être pour chauffer la salle et attendre que le reste du monde arrive, tu pourrais bah, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, voilà, dans la limite de ce que tu veux dire. Euh, voilà, si tu veux rester complètement pseudonyme, même dire des fausses informations, je sais pas à quel point t'es dans la privacy. Oui, aucun problème. Bien entendu, il est difficile de rester en mode privacy. Euh, Quand on travaille à plein temps sur le Bitcoin Core, on sollicite de l'aide financière, du soutien financier, et voilà, c'est eux, ils exigent, comme quasiment tous sont basés aux États-Unis, ils exigent tous pour le fisc américain des infos fiscales. Il faut une entreprise où il faut donner son identité. Donc, ce n'est pas vraiment, à ma connaissance, facile d'être à plein temps sur Bitcoin Core parce que vivre des donations, ça ne marche pas. Il faut solliciter du soutien auprès de certaines organisations qui sont capables de les donner de manière suffisante pour travailler à plein temps sans se soucier tout le temps de comment va se passer les fins du mois. Euh, il y a une ou deux personnes qui essayent de faire ça en faisant des audits pour d'autres cryptos ou d'autres trucs, des audits financiers ou sécuritaires. Mais ça, c'est pas facile et ces gens-là ne sont jamais à plein temps sur le corps parce Ok. qu'il faut qu'ils s'occupent des missions. Donc t'es toujours un peu obligé de partager des informations personnelles, au moins un minimum. Hélas, et déjà pour obtenir un soutien financier, les gens ils veulent savoir à qui ils ont affaire. C'est malheureusement, ça vient des États-Unis et c'est très important de rencontrer la personne, de le voir. Ce n'est pas uniquement sur le travail, je pense que c'est quand même essentiellement basé sur le travail fourni au cumul avec le temps, mais ça aide énormément de travailler avec un mentor, en collaboration avec des gens très établis, et donc ça exige d'avoir souvent des relations directes avec eux, souvent des calls, des vidéos. Les gens veulent savoir. Euh, En fin de compte, l'humain reste quand même difficile de, d'esquiver, de sortir de ce travail. Personnellement, je suis plus en remote que quasiment tout le monde. Moi, je pense ressentir le moindre besoin de contact humain de quasiment tous mes collègues parce que ça me va très bien d'être celui qui fait du surf, qui fait de la moto en isolation au Salvador et ne jamais voir mes collègues et de travailler avec eux en collaboration sur le code. Ça me va très bien. Je n'ai pas besoin
d'être ami ou de faire la fête avec eux. Ce n'est pas un besoin que j'ai des amis locaux. J'aime bien séparer complètement les choses, séparer le travail sur Bitcoin de la vie privée et des loisirs et hobbies. Et pour moi, ça me va très bien de tout séparer, mais c'est pas le cas de la plupart des gens, je pense. Et justement, tu disais que il y avait quand même des sortes de rencontres entre Dev Bitcoin Core. Et donc est-ce que c'est vraiment quelque chose que toi t'évites ou c'est tu y vas de temps en temps parce que t'as aussi besoin pour le travail? Je ne ressens pas vraiment le besoin. Ça se passe généralement de deux ou trois façons. Il y a des organisations euh, de soutien au core dev qui ont un bureau. Et donc très souvent, les core dev en vadrouille de conférence à conférence ou en voyage simplement, ils vont passer, visiter un de ces bureaux, passer quelques jours avec des collègues, utiliser leur bureau volontiers. C'est souvent ça à porte ouverte. Et puis quelques jours, peut-être une semaine ou deux, et puis passer à un autre bureau ou rentrer chez eux. Ces bureaux sont généralement dans des endroits qui, personnellement, je ne kiffe pas parce que je n'ai plus. Bon, ces organisations sont basées dans des lieux comme New York City, Manhattan, Boston, San Francisco, en Europe, Berlin, Amsterdam, etc. Et ce sont des grandes villes qui m'auraient plu plus, disons, quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, j'aime bien la vie en bord de mer, en bord d'océan, à la campagne, rurale, pas en ville, pas en milieu urbain. J'aime bien la nature parce que quand tu passes ta vie sur l'ordinateur, ce n'est pas très simple, c'est pas très bon pour la santé. À 18 ans, ça va, mais avec des décennies qui passent, tu te rends compte que c'est assez néfaste pour ton corps et ton esprit de passer toute sa vie sur l'ordi. Donc, perso, je ne fais pas de jeux vidéo. Dans mes loisirs, je veux surtout pas être devant un écran. Je préfère aller faire du surf ou aller faire de la moto à la montagne, en off-road, en tout terrain, parce que ça me fait un bien fou que je ne procure plus devant l'écran quand je ne travaille pas. Ouais, donc Donc, c'est le une question Salvador, de vie saine. Voilà. ouais, donc le Salvador est le parfait endroit pour ça, quoi. Au-delà de Bitcoin. Bah, c'est très intéressant parce que oui, tu peux, tu viens d'abord en tant que Bitcoiner parce que tu peux vivre avec Bitcoin. Tu découvres ce que c'est de dépenser que en Bitcoin si tu le souhaites. Ton café, tes petits achats, payer ton loyer, tout. J'ai acheté des véhicules avec les Bitcoins, j'ai acheté des terrains et je construis même une maison qui est quasiment terminée, tout avec les Bitcoins. C'est possible. Ce n'est pas toujours le chemin le plus facile. Ça dépend si tu habites dans une économie circulaire. C'est assez facile au quotidien de vivre du Bitcoin. Mais c'est pas forcément dit pour les grands achats. Il faut aller au bon endroit ou avoir le bon vendeur, etc. Ou former ton vendeur, les convertir au Bitcoin. Ce que je fais. Mais donc, le Salvador, c'est très intéressant du point de vue Bitcoin parce que si tu es un Bitcoiner, si tu es payé en Bitcoin par exemple, ou si tu as un bon stack, au bout d'un moment, tu peux te dire, bon, bah, je me casse, je vis au Salvador, je vis qu'avec ça. Et plus besoin de convertir, plus besoin de poser une devise, plus besoin de ta carte de crédit, plus besoin de compte bancaire. Je n'en ai pas ici du tout, jamais, pas besoin. Les banques, Ah, c'est très bien si tu peux t'en passer. Mais au-delà de ça, le Salvador est très chouette pour. Bon, il y a des bémols, hein. C'est très mixte. C'est un pays sous-développé. Il y a beaucoup de problèmes d'infrastructure. C'est très frustrant. Il faut apprendre à vivre avec beaucoup de coupures de courant, d'internet, d'eau. C'est pas cool. Au début, tu pètes les plombs et après, tu finis par t'y faire. Mais bon, sans eau, c'est quand même très dur. Moi, j'ai quand même des bouteilles en réserve au cas où. Pouvoir les mettre dans les toilettes afin de pouvoir tirer les chasses d'eau quand j'ai pas d'eau. Des choses comme ça, tu fais des réserves perso, il y a de la débrouille que tu n'as pas besoin d'avoir en Europe ou aux États-Unis. Mais en contrepartie, tu as quand même beaucoup de choses très sympas. Donc pour l'instant, je suis ici. C'est frustrant, ce n'est pas parfait, mais c'est chouette aussi. ouais, c'était un peu ce que j'ai vu quand j'étais à El Zonte ou sur la côte de manière générale, c'est assez rustique et il n'y a pas forcément de l'eau chaude dans tous les bâtiments et donc faut Chaude, s'habituer. à Zanté,
Il n'y a aucun appartement ou hôtel, sauf les plus luxueux, où il va avoir de l'eau chaude. Pour eux, c'est un truc pour les touristes nord-américains. Ouais, bah, c'est ce que j'ai vu Il en fait arrivant. chaud. Ouais. Il fait tellement chaud Il fait que très humide voilà. aussi. Et à la plage, oui. En bord de mer, il fait beaucoup plus frais dès que tu montes 20 minutes à la montagne. C'est autre chose, c'est beaucoup plus sympa et agréable. Tu peux vivre. C'est pour moi une température idéale maintenant pour moi parce que tu peux vivre sans clim, sans rien, sans chauffage. Il fait bon toute l'année en montagne à 20 minutes, 30 minutes de l'océan. Par contre, en bord de mer, avec un ventilateur, tu survis, mais une clim, c'est mieux. Surtout si tu dois travailler. Oui, c'est sûr. Et Si tu as des bitax, il faut une clim près de. ouais, faut pas non plus laisser dehors parce qu'avec l'humidité, ça peut être dangereux. Ouais. Donc ouais, il faut un endroit bien sec. Ah ouais. Ouais, en France, je déteste la clim, mais en bord de mer au Salvador, c'est pour moi, pour les Français, souvent la clim, c'est un truc tu vas aux États-Unis et ils sont ouf avec leur clim, où il fait 10-15 degrés de moins dès que tu rentres dans le métro de New Yorkais ou dans un centre commercial, ils sont dingues, c'est trop. Mais ici, c'est quand même un peu primordial, au moins les premières années, parce qu'il faut s'habituer corporellement au chaud. Au point que, par exemple, récemment, je suis monté à Washington, D.C. pour le Open Next, pour la conférence la semaine dernière. Bien que j'ai mis des vêtements que je ne mets jamais, c'est-à-dire pantalons, chaussettes, chaussures, blousons, des choses que je ne mets jamais au Salvador, j'ai eu le froid. Pas possible en arrivant là-bas. Tu n'as plus l'habitude. Ouais, j'imagine. Bien content de rentrer dans le show. Le delta doit être assez conséquent. Ouais. Ouais. Et il y a une question de l'audience qui parle de OpenSat, qui demande si c'est ta source de rémunération principale ou est-ce qu'il y avait d'autres, ou il y a d'autres personnes qui te soutiennent. Ça évolue en fonction de l'année, parce que là, ça fait 7 ans que je fais ça. C'est la 7e année que je fais ça à plein temps. Ok. Ma principale pendant quelques années, c'était Spiral, qui avant s'appelait Square Crypto. Et il y a moins d'un an, il y a un an, ça s'est arrêté avec eux au bout de 4 ans, je sais plus. Ils m'ont dit, bon, c'est bon, on veut consacrer du budget plutôt à des nouveaux talents, ça fait longtemps, évolue. Et donc, et finalement, c'était chiant, mais c'était finalement une bonne chose parce que j'ai fait 3 dossiers pour le soutien et tous les 3 ont été acceptés. Donc, Ok. sur mon profil Twitter, il y a les 3. Eh ben, félicitations. Et je voulais te demander aussi comment est-ce que t'es rentré, bah, pas forcément dans Bitcoin, mais dans Bitcoin Core. Pourquoi est-ce que t'as commencé sur cette voie-là Est-ce que t'étais déjà dev avant ou Ouais, pas? j'étais déjà dev avant, j'étais dev freelance, je faisais des missions auprès des très grandes entreprises françaises, euh, parce qu'avant j'étais en France pendant longtemps. Euh, je faisais des missions auprès de, par exemple, le groupe SEB, Renault, des grands groupes, EDF, Eau-de-France, je sais plus, Gaz de France, des trucs comme ça. Euh, Souvent, on nous a appelés pour sauver les fesses d'un projet qui était en mal parce qu'ils avaient fait appel à un sous-traitant, un sous-traiteur en Inde ou en Ukraine, je ne sais pas quoi. Euh, Vraiment pas cher. Et quand ça foire, eh ben, ils font appel à nous, les chers, basés en France, et pour leur sauver les miches. Donc voilà. Et donc je faisais ça et ça payait pas mal. Beaucoup de stress, beaucoup de politique. Mais tout ce temps-là, le Bitcoin m'est titillé. Je vendais le Bitcoin auprès de mes collègues lors des stand-up. J'étais plutôt en mode, voilà, intéressé par le gain, comme tout le monde au début, mais aussi de plus en plus par les principes. Et un jour, genre en 2014 ou 15 ou 16, je sais plus, le lead maintainer de Bitcoin Core, qu'il a fait pendant une bonne décennie, il m'a suivi sur Twitter. J'ai pas compris pourquoi, mais il m'a suivi sur Twitter. Et, et c'était le seul core dev, mais c'était le top. Et ça m'a fasciné. Je l'ai suivi ou je l'avais suivi déjà. Et ça m'a fait penser que j'étais, ah, mais c'est peut-être une voie de faire comme lui. Et effectivement, j'ai eu une butte pendant 2-3 ans. À l'époque, il n'y avait pas de soutien pour vivre de ça. Donc, je mettais à côté l'argent pendant
2-3 ans. Et j'ai fini par me lancer et ça m'a pris 1 an pour trouver du soutien. Donc j'ai fait ça 1 an sans rien. Ce qui est très dur, mais à l'époque, c'était ça. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui à foison de soutien. C'est beaucoup, beaucoup plus facile aujourd'hui. Oui, j'imagine que c'était quoi il y a 7 ans, donc Bitcoin était assez bas en termes de prix, en termes de financement, d'engouement, donc C'était au bas du beurre, ouais, tout à ouais. fait. Mais même à l'époque, il y avait que travailler pour. Tu pouvais postuler ces chain codes à New York City, mais je voulais pas vivre là-bas. Tu pouvais postuler auprès de Blockstream et auprès de Boston, MIT, DCI, euh, le Digital Lab de MIT. Et il n'y avait que ça, hein, de mon souvenir. Donc très très peu d'options. Il fallait vivre aux États-Unis, en grande ville. C'était pas ma cam. J'étais en France, j'étais à Biarritz. En bord de mer, j'avais pas envie de quitter ça. Donc je voulais faire ça à distance et j'ai fait ça par l'amour du Bitcoin pendant 1 an à mes frais. Et donc une grande perte d'opportunité, par exemple, parce que je gagnais bien ma vie, j'ai arrêté de travailler pour faire ça, donc il n'y avait plus rien qui entrait. Ouais, c'est beaucoup de sacrifices, j'imagine, Ouais. pour se lancer, hein. Sincèrement, je suis pas certaine que j'aurais refait la même chose, vu comment c'était long et difficile, mais c'était l'époque. Hmm. Oui, une fois que t'es lancé, après, j'imagine que c'est un peu trop tard ou un peu trop dur pour refaire marche arrière. J'ai été très déterminé. Ok. Pour moi, ça passait il n'y avait que ça. Je ne voulais faire que ça. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai commencé en mars. Et en novembre, j'ai été ajouté aux équipes Bitcoin et Bitcoin Core sur GitHub. J'étais le seul ajout de toute l'année 2019. Ok. Donc c'était dur à ce point-là. Ouais, assez. Seul nouveau membre des organisations de toute l'année. Ok. Et justement, ça a fait une transition toute trouvée pour rentrer en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Vu que tu travailles dans Bitcoin Core quotidiennement, je voulais qu'on s'attarde un peu dessus parce que c'est bien que j'imagine dans l'audience il y a pas mal de personnes qui connaissent ce qu'est Bitcoin Core. Bah, j'ai une autre responsabilité aussi. Depuis 1 an maintenant, je suis aussi un des maintainers, éditeurs des BIPs, Ok. du Intéressant. Ouais. Bitcoin Improvement Proposals, les BIPS. C'est on va dire, le repository, recherche et développement du Bitcoin. Les spécifications pour l'avenir. Oui, les propositions comme, enfin, il y en a des centaines, je crois même plus. Ben, Justement. depuis que je suis arrivé, on a été inondé de nouvelles propositions, alors que ça stagnait depuis des années. Ça bougeait pas trop. Je me suis dit, bon, ça va être un truc à 1 heure par semaine. Et finalement, non. Parce que le fait qu'il arrive du 109, ça stimulait les ambitions de pas mal d'auteurs de BIP nouveaux. Mhm. Et on en a eu à peu près une trentaine en 1 an de nouveaux BIPs. Ok, ouais, intéressant. Ce serait intéressant de voir une sorte de courbe plus détaillée. Justement, C'était flagrant. Et là, beaucoup de propositions de opcodes, de, de Great Consensus Cleanup, de résistance quantum computing, des trucs comme PSBT version 2, MUSIG, des rajouts MUSIG 2, euh, de la recherche et développement policy, comme les trucs. Ça me fait marrer parce que c'est véritablement écrit truc, mais en français, un truc, c'est un truc. Mais l'auteur ne savait pas, et c'est autre chose en anglais. Donc, ouais, pas beaucoup, beaucoup de travail en recherche et développement, spécification de nouveaux BIPs. mhm. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment, enfin, fonctionne de manière générale Core, la hiérarchie qu'il y a, parce qu'il me semble qu'il y a une sorte de maintainer principal qui n'est plus là parce que c'était Satoshi, puis ça a été Mark Anderson, je crois, et maintenant c'est plus personne. Peut-être que je me trompe. Gavin Anderson. Oui, Gavin, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Gavin, cette Après hiérarchie? Gavin, c'était Vladimir van der Laan, celui dont je parlais, qui m'a donné un peu la vocation, D'accord. parce qu'il m'a suivi sur Twitter il y a longtemps, et après j'ai étudié son style personnel de mener en tant que lead maintainer de Bitcoin Core,
Et j'ai eu beaucoup d'admiration par cette manière de gérer le projet, parce que souvent dans le open source, logiciel libre, souvent dans le logiciel libre, c'est plutôt pseudo-dictateur, bénévole, et souvent avec un style plus ou moins abrasif et désagréable, et ça j'ai beaucoup de mal avec ça. Par exemple, Linux, il a un style très fort, très abrasif. J'ai aussi été contributeur sur Ruby on Rails, le projet DHH. Lui, il est le leader depuis le début, et lui, il n'est pas forcément facile non plus à- à avoir comme meneur du projet. Mais Vladimir, c'est tout le contraire, et j'adore ça. Son approche était humble, orientée service aux autres. Il n'était pas avide d'utiliser le pouvoir sur les gens qu'il avait. Il était plutôt parfait. C'était parfait, j'adorais ça. Et je regrette beaucoup. Euh, c'est beaucoup plus difficile pour moi depuis qu'il n'est plus le maintainer du corps, parce que ça a changé beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce qu'il est parti Alors, est-ce c'était que cumul de beaucoup de choses. Il y avait qui était là depuis une décennie, et ça use les gens. La responsabilité, tu sais, c'est beaucoup sur les épaules de gérer le Bitcoin, le protocole. On a toujours peur d'un bug dévastateur, de, de, mais pas que ça. J'ai envie de dire, les gens sous-estiment beaucoup ou méconnaissent l'effet très très néfaste des procès lancés par Craig Wright, le fake Toshi. ouais. Les gens, je pense, les maxis savent plus sur les procès de Craig Wright contre, par exemple, le podcaster Peter McCormack, ou contre HoloNote, le HoloCat, ou je sais plus, HoloNote. Ça, c'est très connu, mais c'était peanuts, ces procès, par rapport à ce qu'il avait lancé en contenu pendant très longtemps contre les corps dev. Euh, pour donner un exemple, son dernier procès, l'an dernier, il s'agissait de, tiens-toi bien, 900 milliards de livres sterling. Ouais, c'est assez, assez conséquent. C'est ce qu'il demandait, c'est ça? C'était les C'est dommages et des intérêts qu'il demandait, non? milliards. Ouais. C'était les dommages et intérêts qu'il demandait, il me semble, non? Oui, oui, il demandait des choses très farfelues, et c'était n'importe quoi, mais les sommes étaient colossales. Je veux dire, les corps dev nommés, et dont je fais partie, euh, dont j'ai fait partie l'an dernier, les corps dev vivent une menace existentielle sur leur tête. Mhm. Et les gens ne savent même pas, mais ça pèse, et ça pèsait beaucoup sur lui. Bon, il nomme pas que les corps dev, il nommait aussi toutes les grosses boîtes de l'industrie, comme Square, Blockstream, etc. Mais à titre individuel, les corps dev. Et pas tous, certains, les maintainers, les plus expérimentés, certains qui ne sont plus core dev depuis longtemps, ils restaient nommés, ils restaient cibles. Donc, Et, qui n'étaient plus actifs depuis des années dans le core dev, mais ça restait comme Gregory Maxwell ou Peter Todd, ou même Luke Dasher, qui n'est, il est très focus aujourd'hui sur Ocean, son mining company, mais ouais, et- Craig Wright, les gens sous-estiment gravement à quel point il était néfaste pour. D'ailleurs, à cause de lui, j'ai envie de dire, tous les 7 maintainers en place quand je suis arrivé en 2019 sont partis. Tous les 7. ok. Et justement, c'est un des, j'ai l'impression des principales critiques qui sont faites à l'égard de Bitcoin Core. C'est ce danger en fait qu'il y a sur ces développeurs qui peuvent être soit corrompus, qui peuvent être attaqués ou autres. À quel point est-ce que tu dirais que c'est un risque pour Bitcoin que quelqu'un de l'extérieur corrompe ou attaque toi ou d'autres développeurs pour mettre du code malveillant dans Bitcoin? Est-ce que c'est vraiment possible ou c'est de l'utopie? Le code malveillant, insérer du code malveillant par quelqu'un de l'extérieur va être très difficile. Ceci dit, c'est pas impossible, mais je pense qu'il faut être plus vigilant sur les problèmes de code proposés par quelqu'un de connu en interne, parce que les gens accordent beaucoup trop
on peut argumenter d'importance à qui propose. Et donc, si le changement est proposé par la bonne personne, qui est très estimée par tous, des fois, ils vont faire beaucoup plus confiance que si c'est par un kidam, où ça a très peu de chance. Oui, la réputation qui joue beaucoup dans les discussions. Oui, très, et peut-être trop. Il y a eu des propositions dans le passé, par exemple, que ce serait chouette si le nom des auteurs des pull requests soit caché. Bon, c'est pas le système GitHub, mais je ne sais pas si ça change quelque chose parce que les gens finiraient quand même assez rapidement par commencer à deviner ou de savoir par d'autres moyens de communication, qui sait. Donc, ce serait pas forcément mieux. Mais oui, la réputation joue beaucoup trop. J'ai envie de dire que ça joue quasiment autant que le contenu de la proposition. Quasiment, ça, on peut discuter. Mais est-ce que c'est... Les social attacks sont un problème. Les attaques à la Craig Wright sont un problème. Il y en a qui se demandaient si, si les fonds venaient pas d'une partie, euh, qui sait, d'un État. On se demandait. Parce qu'il il arrêtait pas. Il arrêtait pas. Finalement, je pense qu'il a perdu ses soutiens financiers pour continuer les attaques suite à sa dernière défaite au tribunal fin décembre dernier. Donc, peut-être pour l'instant, on est plus tranquille à ce niveau-là, mais il peut y avoir d'autres. Je pense que ce qui me fait plus peur, c'est des problèmes d'ego. Il y a des égos énormes et aussi des gens qui ne sont pas forcément des devs, mais qui gèrent beaucoup d'argent pour les devs ou qui ont des ambitions de PM, project management du Bitcoin. Et eux, ils peuvent influer. Et aussi des luttes de pouvoir, des luttes de clics. C'est pas simple. Moi, personnellement, c'est l'aspect que j'aime moins dans le Bitcoin Core. C'est ces questions de clics, ces questions tribales. Et j'évite d'en faire partie, mais le problème, quand tu évites de faire partie d'un groupe ou d'un clic, c'est que tous les clics te soupçonnent d'être dans l'autre clic. Donc, c'est pas facile parce que tu es sans défense de groupe autour de toi. Ouais, t'es un peu la brebis au milieu de meutes de loups. Et c'est ça. Et c'est vraiment pas facile à vivre. Pour moi, perso, c'est la partie la plus difficile parce que, comme en plus, je travaille en remote full, je vais jamais dans les bureaux des autres devs, travailler avec eux. T'as pas ce soutien amical. Personnellement, je veux que mon travail parle de lui-même. Je ne veux pas que mon travail soit influé par les relations amicales ou autres. Je sépare complètement. Il est surtout pas question de avoir une histoire plus intime avec quelqu'un dans le projet. Je sépare tout complètement. Mais effectivement, je collabore plus avec les autres personnes qui sont comme moi qu'avec des gens dans le bureau. Hmm. Parce qu'eux, ils travaillent entre eux. Et est-ce que tu pourrais nous parler justement un peu de ces clics, ces sortes de clans dont tu parles, et quelles sont les principales différenciations ou sujets de Discord? Oh, il y en a plein. Enfin, plein. Les principales... Bon, c'est délicat. Mais bon, il y a une clique. Il y a ce que j'appelle le cours de Louis XIV, le principal. Il y a un cours un peu royal. Au début, j'en faisais un peu partie. Et tant que tu restes un sujet bien loyal dans ce cours, tu es bien vu. Par contre, si tu prends ton indépendance, c'est mal, c'est mauvais. Et tu perds tes soutiens. Et ça change énormément de choses. Ça se voit dans mes contributions, dans mes commits de Bitcoin Core. Exactement à quel moment où j'ai pris mon indépendance parce que j'avais énormément moins de commits entrés dans le code. Parce que tu n'as plus les mêmes soutiens. C'est ainsi. C'est très humain quand même, malgré tout. Bitcoin essaye de sortir l'humain de la monnaie, de l'argent, mais il reste quand même beaucoup d'humains. Et d'autre part, bien sûr, tu as des gens qui sont digital assets contre ceux qui sont Bitcoin, c'est la monnaie. Les digital assets, c'est tous les Américains parce qu'ils ne veulent pas dépenser de Bitcoin à la Michael Saylor, et parce qu'ils ont des impôts s'ils dépensent du Bitcoin. Ici au Salvador, c'est plus le camp des Bitcoins comme monnaie de tous les jours.
il faut faire attention parce que des fois, certains peuvent nous voir comme des Bitcoin Cash, alors que non, on veut juste utiliser notre Bitcoin au quotidien, vivre de ça, avec ça. Ce sont des gens qui souvent n'ont plus du tout de fiat, ou qui sont même à peut-être 150% en Bitcoin ou 120% parce qu'ils l'utilisent aussi pour des emprunts. Donc, c'est pas seulement ils n'ont plus de fiat, mais ils l'utilisent comme collatéral pour emprunter plus. Donc, il y a aussi le camp des gens qui étaient contre les ordinals, utiliser le blockchain pour stocker les JPEG et utiliser les UTXO. D'autres personnes qui sont pour ces trucs-là. Il y a des gens qui étaient contre le mempool full RBF, d'autres pour. Il y a quand même beaucoup de mini-camps. Ouais. Donc, Et j'essaie d'avoir des amis dans tous les camps et donc de rester indépendant, mais c'est pas facile. ouais, c'est limite de la politique au final, le travail que tu fais avec les relations. C'est triste, mais c'est le cas. Après, bon, j'ai dû gérer beaucoup de bullshit dans les grandes entreprises, dans le travail avant Bitcoin Core, parce que quand tu travailles, souvent, par exemple, à Moulinex, ils ont un vieil département IT, sont tous des gars de 50 ans qui bossent sur Java pour stéréotyper un peu trop. Et bon, ils vont former un pôle d'innovation pour les bousculer, que des jeunes qui travaillent sur Python ou Ruby ou je sais pas quoi. Et les vieux vont dire, ouais, mais c'est pas sérieux votre truc, il n'est pas robuste. Et les jeunes vont dire, ouais, mais on va y arriver un an plus tôt. Donc, j'ai toujours l'habitude de gérer du bullshit dans ces situations-là. Souvent, les questions d'argent, d'ego, tout ça. Mais en Bitcoin, il y a tout ça malheureusement aussi. Ouais. Et avec le remplacement de 7 maintainers en place quand je suis arrivé, ça c'était très politique, les sélections de qui allait les remplacer. Et qui choisit Moi, le remplacement des gens justement? Enfin, il y a des en votes. vérité, ouais, les maintainers entre eux choisissent. C'est un club un peu privé. Ce n'est pas un rough consensus de tous les contributeurs, loin de là. En vérité, et c'est avoué, hein, c'est pas un secret, c'est un petit club et ceux qui sont dans le club choisissent ceux qui vont venir entrer là-dedans. Pour moi, ça, personnellement, je pense que, et je parle pour moi-même en tant que maintainer Bips, pour moi, il devrait avoir une rotation. On devrait contrer l'effet dynastie des gens qui restent très longtemps en place, jusqu'au-delà du burn-out total. Ils sont plus motivés depuis longtemps, mais ils restent en place. Il y a, il y a quand même pas mal d'effets, pour moi, un petit peu malsains autour de ce système de maintenance à très longue durée. Ça dramatise beaucoup trop qui va les remplacer, les sélections des nouveaux. Pour moi, je serais pour dédramatiser tout cela avec des rotations fréquentes, un peu comme le jury duty aux États-Unis, où les gens, il faut qu'ils aillent servir dans un jury. C'est chiant, personne ne veut le faire, mais ils font un service, ou comme un service militaire, et après ils rentrent dans leur vie normale. Genre, tu viens, tu sers, tu codes pas, tu reviews sans cesse les codes des autres, tu meurs quand c'est prêt, et tu rentres dans la vie normale. Pour moi, ce serait pas mal comme ça. Peut-être même choisi par blocage aléatoire parmi les gens qui sont là depuis 5 ans au moins, etc., de l'organisation. Mais bon, on est loin de... Quand les gens, ils ont quand même les rênes, ils ne veulent pas les lâcher. Ouais, c'est sûr. Personnellement, si on me proposait de faire ça dans mon rôle de maintainer, moi, je suis pour. Ça ne me gêne pas. Et quel est le processus d'acceptation exact d'un nouveau code ou d'une nouvelle version de Core? Est-ce que c'est que les maintainers qui vont l'approuver et ensuite, par défaut, les gens vont le télécharger et mettre à jour leur nœud? Ou il y a quand même une review Non, mais chaque release, c'est 2 fois par an et les dates sont préétablies. Dès qu'il y a un nouveau release, une nouvelle sortie, la sortie suivante, les dates sont décidées. Mais généralement, c'est tous les 6 mois. À partir de cette date-là, il n'y a plus de features mergées, que des bugs fixes, des bugs. Et ensuite, date de sortie prévue ça, avec une fenêtre de test de 1 mois ou 2. Enfin, c'est souvent 2, mais 1 mois au début.
Et il y a des release candidates, des sorties potentielles, les gens testent, on appelle à les gens de tester. En vérité, je pense que c'est surtout testé en continu par les core devs eux-mêmes, parce que pas beaucoup de gens se prennent la tête à prendre des versions non sorties de Bitcoin Core et à les tester, je crains. C'est quand même un travail de geek, de dev. Et nous sommes payés pour le faire, et d'autres personnes non. Donc, ça me paraît pas incroyable que peu d'autres personnes le fassent, mais il y en a quelques-uns. Et voilà, c'est testé de manière un peu organique. Et si on ne voit plus de bugs et tout ce qu'on voulait avoir dans nos releases est émergé et semble sain, il faut un release, plus ou moins selon les échéances prévues 6 mois avant. Et est-ce qu'il y a une sorte de liste ou de moyen de voir qui fait ces reviews-là, à part les core devs? Est-ce qu'il y a un... Bah, tout est public. Tout est public. Le open source et le Bitcoin, ça obéit à la même logique. C'est comme des joueurs sur un terrain de foot. Tout le monde peut regarder le spectacle. Ouais, je veux dire, les personnes qui testent, est-ce qu'il y a moyen de voir combien de personnes ont testé ou c'est vraiment pas du tout visible? Ouais, il y a souvent un issue de test pendant le temps de testing avant la sortie. Et les gens, ils peuvent, oui, et ils sont encouragés à tester. Les gens font des bug reports. Oui, tout à fait. Ok. Bien sûr. Et puis quand à chaque sortie, pre-release et release, il y a aussi les attestations Geeks euh, pour vérifier que les binaries correspondent exactement à ce que ça devrait être sans variation pour garantir la fiabilité du binary pour ceux qui ne veulent pas compiler eux-mêmes. Ok. Et donc, tu disais qu'une des solutions pour mitiger les risques, ce serait d'avoir une sorte de roulement des maintainers, des contributeurs. Est-ce que... Enfin bon, ça a des avantages et des désavantages, c'est pas... mais ça Voilà, c'est parfait, quoi. décentraliserait éventuellement un peu plus, oui. Ça dépend de la manière dont les nouveaux seraient choisis. Peut-être Bien sûr. plus rapide, et voilà. Mais est-ce qu'une autre manière serait pas aussi comment dire, de motiver et de promouvoir d'autres clients qui fonctionneraient sur un autre fonctionnement? Bon, le problème, c'est que Core a une dominance assez immense, mais je pense pas que ça soit... Ce n'est pas impossible qu'il y ait un jour un concurrent qui ait un peu plus de ressources. Ça dépend ça dépend beaucoup de Core et de sa façon de se comporter, je pense. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de mécontents au sujet des JPEG dans la blockchain et les UTXO qui ont la taille des UTXO qui a cru de manière beaucoup trop rapide pendant 1 an ou 2 avant que ça se calme. Et beaucoup de gens ont commencé, par exemple, à utiliser Bitcoin Notes au lieu de Bitcoin Core. Bitcoin Notes a vu une croissance d'utilisation, mais ça reste quand même, je pense pas plus que 2 ou 3%. Je n'ai pas regardé les chiffres, mais voilà, ce n'est pas en mesure de devenir dominant. Je pense que c'est pas impossible, mais pour qu'il y ait une véritable implémentation qui pèse, je pense qu'il leur faudrait quand même beaucoup de ressources. Il faudrait des sponsors, il faudrait peut-être 50 millions de dollars de fondation, ou peut-être un budget de 10 millions par an. Il faut beaucoup de soutien financier pour qu'ils puissent attirer des bons devs et avoir un certain sérieux. Parce que Bitcoin Notes, par exemple, c'est essentiellement une personne avec un peu d'aide. Ce n'est pas la même chose que de faire une implémentation avec Bitcoin Core. Chaque jour, tu vas voir 10 à 30 personnes actives. Et au total, il y a peut-être une cinquantaine qui travaillent dessus, plus ou moins activement. Certains beaucoup plus activement au quotidien que d'autres, parce que d'autres font plutôt de la recherche profonde. D'autres très, très actifs sur le GitHub, en review. Et bon, voilà. Donc, il faudrait, je pense, au moins 20 personnes très, très bons. Et ça demande du budget. Et il faudrait qu'il y ait une motivation suffisante pour que ça se développe, mais c'est pas impossible. J'étais en train de regarder les données vu que tu te posais la question. C'est le site de Luc Dasher qui donne cette data. C'est 2,38% de Bitcoin Knots en ce moment. C'est à peu près 2000 nœuds, ce qui est beaucoup plus que ce qu'il y a quelques mois. Est-ce que tu pourrais brièvement expliquer la différence vraiment entre
les deux les deux clients, il y en a un qui laisse passer les JPEG et l'autre pas, ou enfin c'est plus complexe, j'imagine aussi. Oh non, ça c'est vrai, ça c'est récent. Enfin, ça a été fait avec l'arrivée des JPEG via les ordinals et tout ça. Non, la principale différence à longue durée, c'est que Luc Dasher, qui a créé Bitcoin Notes il y a longtemps, ça existait déjà quand je suis arrivé, ça existait déjà, je pense, en 2017, même avant peut-être, je n'ai pas regardé. Luc, ce qu'il fait, c'est qu'il reviewait les mêmes pull requests sur Bitcoin Core, et des fois, lui, il était d'accord, mais souvent, un pull request en Bitcoin Core va stagner très longtemps, faute de soutien ou faute de review suffisant, mais des fois, assez souvent sur les miens même, souvent Luc, il allait être un peu plus progressif, il allait merger une pull request qui est ouverte dans Core bien avant que ça soit le cas, ou des fois pas du tout dans Core, parce qu'il le juge bien, il le juge bon comme changement. Donc c'est un peu plus en avance, un peu plus progressif finalement, ce n'est pas plus conservateur vu de cet angle-là, parce que souvent les choses qui n'entrent pas dans Core ou très lentement entrent avant dans Notes. Des choses que Luc jugeait bien. C'est comme une. Comment dire c'est comme ah, le mot, je sais plus, je trouve pas mes mots. Mais voilà, c'est le jugement de Luc. Ok. Et donc, Mais il y a des gens qui lui font plus confiance que dans le corps et d'autres non. Et donc, voilà. C'est sûr que c'est une personne plutôt que 5 maintainers. Mais en fin de compte, normalement, les maintainers encore, ils sont censés se fier aux reviews. Pour moi, le haut du pyramide dans le corps, ce sont les reviewers expérimentés. Et les maintainers, ils sont censés plus ou moins reviewer avant de merger, mais c'est pas toujours le cas. Il y en a qui disent même, non, moi, je fais confiance aux reviewers. Si je vois assez de reviews par des gens très très bons, qui ont une bonne réputation, je vais merger quand même si je comprends pas forcément bien ou sans reviewer moi-même euh, ou en profondeur. D'autres, ils review tout ce qui merge. Ça, c'est différent sur le maintainer. Pardon, j'ai non, non, mais t'inquiète pas, j'ai c'est hyper changé de intéressant. sujet. Ouais. Donc, c'est Et assez complexe. ouais, et pour donc Mais Luc, il fait un bon. C'est comme un DJ qui fait son mix, tu vois. Luc fait. Note, c'est son mix de préférence, c'est ce qu'il dit, quoi. ouais, mais j'imagine que vu qu'il est principalement tout seul, il y a plus de risques parce qu'il y a potentiellement moins de reviews sur ce qu'il met. Bah, je pense pas que Luc. Bon, je regarde pas de près, mais généralement, quand Luc immerge un pull request qui est encore, ça se voit encore comme. On voit souvent, quand j'ai un PR mergé, je vois après telle et telle implémentation de la mergé aussi. Et généralement, c'est le cas pour beaucoup. Donc, tu as souvent ces lignes-là qui t'indiquent que ça a été mergé. Généralement, à mon souvenir, Luc ne le fait pas avant qu'il y ait quand même pas mal de reviews suffisantes selon la difficulté et la criticalité du code en question. Donc, Luc, il ne va pas merger sans qu'il y ait de la review. Hmm, ok. Sauf si c'est un truc très brûlant comme peut-être les JPEG. Ou il va peut-être coder lui-même. Ou avec des pull requests d'autres personnes qui ouvrent que dans Notes parce qu'ils savent peut-être à toi raison que ça ne va pas passer encore. Mais ça, c'est la minorité. La plupart des cas, c'est Luc depuis très longtemps, c'est Luc qui prend des pull requests déjà d'encore et qui lui fait sa décision en fonction de si c'est prêt ou non à être mergé en fonction de la review existante là-dessus. Et tu disais que, enfin, pour gérer une implémentation Bitcoin comme Core, ça prendrait plusieurs dizaines de millions. Mais est-ce que des systèmes similaires à ce que Luke Dasher fait, ou même potentiellement, je sais pas, on parle beaucoup des ETF avec BlackRock, etc. Est-ce que BlackRock pourrait lancer son propre client assez facilement? Enfin, à quel point est-ce que ce serait accessible pour quelqu'un qui aurait soit peu de moyens, soit beaucoup de moyens de vraiment pouvoir Bah, se... rien n'empêche quelqu'un toujours de forker Bitcoin Core et de commencer à faire des modifs dessus et Hmm. de lancer leur truc. Donc, après, est-ce que tous les nodes ils vont suivre? C'est là la question. Ouais. Oui, bien sûr, ça reste une question de réputation, encore une fois. Ce serait plutôt s'ils lancent un hard fork. Voilà. Oui, oui, forcément, ils auraient besoin de leur propre client. Et, Ouais. et tu parlais récemment, juste avant que tu Disons que étais... tant qu'ils ne changent pas le consensus, là c'est s'ils changent le consensus que ça devient
ça tient à une criticalité. Hmm. Bon, ils peuvent aussi faire des choses peut-être nuisibles avec la policy, mais la policy, c'est en fin de compte pas, ce n'est pas un fork. Donc c'est seulement s'ils changent de consensus et qu'ils aient beaucoup de suivi là-dessus. Et oui, justement, pour rester un peu sur le même sujet, tu t'en parlais juste avant que tu étais à OpNext il y a 1 ou 2 semaines, la semaine dernière, je crois. Et on parle souvent enfin, j'ai entendu plusieurs personnes parler de ça comme une conférence qui potentiellement promouvait et parlait beaucoup des covenants, Opcat, etc. Ah Euh, oui, oui, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la il y a des collègues conférence qui m'ont envoyé chier pour ça, un peu Ah ouais? gentiment. Et comment est-ce Oui, que parce que c'était comme j'ai des amis dans toutes les tribus, forcément j'ai des amis qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais avec ces shitcoiners-là? Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la conférence, comment c'était Est-ce que vraiment il parlait beaucoup de covenants ou c'était un détail Euh, Franchement, c'était bien. Il y avait des bons développeurs et c'est pour cela que je suis allé. J'avais voulu aller à la première édition aussi parce qu'il y avait des bons devs, mais bon, je l'ai pas fait. Donc là, j'ai attendu et j'ai fait la deuxième. Non, les développeurs étaient bons. Franchement, il y avait rien de très très controverse. Euh, je pense que la chose la plus controverse c'était Ryan Gentry de Lightning Labs qui avait lancé sur le panel de close de la deuxième journée. La dernière panel, il lançait, ouais, ce serait bien que les développeurs protocoles get their shit together. Il avait un peu lancé le défi pour qu'on puisse avancer avec les évolutions qu'ils souhaitent chez Lightning Labs. Mais bon, Lightning Labs, bien entendu, ils aimeraient, par exemple, lancer Taproot Assets. Euh, et il y a même une BIP qui est en draft depuis longtemps. Et d'ailleurs, le CTO de Lightning Labs est un de mes collègues maintainers de BIPs. Mais ce n'est pas pour autant qu'il pousse sur le merge de son BIP draft Taproot Assets. Mais effectivement, oui, ils aimeraient bien que les choses avancent, que CTV soit avance, etc. Bon, la conférence était largement, j'ai envie de dire, on aurait pu penser que ça soit largement Upcat friendly parce que Taproot Wizards a été le sponsor principal, donc tu peux imaginer plein de choses. Mais j'ai, pour la première fois, discuté avec Eric Wall de Taproot Wizards. J'avais toujours un avis très négatif, a priori, sur Taproot Wizards et leur levée de fonds de 30 millions. Qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ça? Est-ce qu'ils allaient lancer une implémentation hostile, par exemple? Il y a des collègues qui craignaient ça. Et donc j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, devant mes yeux pour la première fois, je te pose la question, comment peux-tu lever 30 millions avec la promesse d'un opcode que tu as très peu de chances de faire adopter? Opcat, pour le nommer. Et il m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais il m'a dit, écoute, les gens qui nous ont financés, ce n'est pas sur cette base-là, mais simplement, il n'y a pas de business model, ils n'attendent rien. Pour eux, ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc, ils veulent juste nous pousser à faire des choses, à faire bouger les choses, blablabla. Que ça soit vrai ou non, je ne sais pas. L'esprit d'Eric, c'était un peu différent du mien. C'est très loin de l'esprit Bitcoin Core. Mais il m'a rassuré qu'ils n'avaient pas l'intention de lancer une fork. J'en sais rien. Mais Opcat, la plupart des gens à la conférence, j'ai envie de dire, ils étaient plutôt pour CTV et pas forcément, peut-être mitigés pour Opcat. Parce que c'est plus difficile de cerner les conséquences. Bon, le code est très simple, mais qu'est-ce que ça va changer en pratique? Qu'est-ce que ça va permettre en pratique? Est-ce qu'il y aurait des choses imprévues, néfastes? C'est ça la question. Et ça, c'est le plus difficile. Et toi, personnellement, est-ce que tu as un avis sur Opcat ou Le code est archi simple, Ouais. mais ce que ça permettrait à des gens de faire de manière imprévue, c'est difficile. Moi, personnellement, j'aurais tendance à avoir un peu peur. Euh, je pense que pour l'instant, c'était le plus safe, de loin. Peut-être avec CSFS, Check Sig from Stack. Mais personnellement, j'ai un devoir de travailler plus sur moi-même, de travailler dessus pour vérifier par moi-même et forger moi-même mon propre avis. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui écoutent les avis des autres au lieu de faire ce travail eux-mêmes parce que peu le font, parce que c'est peu qui sont capables et peu ont envie. Et c'est un temps. Et peu de gens ont ce temps ou envie de consacrer ce temps
parce qu'ils ont leur projet, ils ont leur boulot, etc. Et donc, c'est une question de... C'est ça que ça demande. Il faut que suffisamment de gens forgent le propos avis à conviction en fonction de travail personnel là-dessus. Et il faut les convaincre, ou se convaincre de le faire. Est-ce que j'ai envie de le faire? Peu de gens ont envie aussi. Par exemple, moi, j'ai peur, j'ai toujours évité d'être trop positionné sur des changements de consensus, parce que ça peut vraiment tu peux te brûler les ailes. Ça peut vraiment nuire à ta réputation si tu n'y fais pas attention. C'est un peu comme Jérémy, il s'est fait brûler les ailes il y a quelques années, justement. Euh, Et je suis mitigé parce que, d'une part, j'ai un peu de pitié pour ce qui lui est arrivé. D'autre part, il a quand même un peu cherché, il était un peu provoque. Donc, c'est pas évident. Dans le corps, il faut être vraiment... et c'est délicat. Beaucoup de choses sont délicates. j'allais dire, c'est un peu comme soutenir les Big Blockers en 2017. Aujourd'hui, l'image est pas très positive. Oui, oui. De toute façon, j'essaie de rester dépassionné alors que c'est très important. Bitcoin représente beaucoup pour nous. Mais en même temps, il faut trouver une certaine neutralité dans son approche quasiment avec tout, parce que sinon tu finis par devenir fou, parce que c'est très dur, c'est très lent, c'est frustrant, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas gérer, donc il faut être quasiment stoïque avec tout ça. Il faut être assez détaché parce que sinon tu finis par péter les plombs dans la frustration. Oui, et puis j'imagine avec le, enfin, je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui sont à chaque fois très optimistes sur des propositions. Donc, je pense que c'est bien d'avoir des personnes aussi qui sont très mesurées et qui prennent du recul, comme toi Disons par que exemple. si tu es un contributeur très longue durée dans le Bitcoin Core, il faut être beaucoup plus mesuré dans ton approche que si tu es un peu un fou de l'extérieur, entre guillemets, je sais pas comment l'exprimer mieux, qui y va, qui y va. Et si tu es acharné, ça peut fonctionner bien sur certaines choses, mais mal sur d'autres. Donc, c'est assez compliqué. Il faut mesurer la température des pairs, de ce qu'ils en pensent de tel ou tel avancement. Est-ce que là, tu vas te casser les... ou non? Ouais. Donc, ouais. Et des fois, il faut pas être borné des fois. Si ça passe pas, il faut savoir changer d'avis ou rester humble. Ok, ça marche pas, je vais traverser autre chose. Oui, bien sûr. Et une autre proposition dont j'entends pas mal parler, c'est Apo. J'ai oublié c'était quoi le nom en entier. Et Euh, APO, c'est cash any private? c'est ça, ouais. C'est ouais ça, Any Private. Est-ce que Oui, Anthony Town. exactement. Est-ce que t'as rapidement aussi un avis ou une petite description de la différence aussi avec Opcat, OpCTV? Parce que j'ai pas bien approfondi ça, ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Aujourd'hui, alors, il y a quelques années, j'aurais pensé que ça soit peut-être le choix. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu dépassé par le L-Enhance, qui qui ouvre à peu près les mêmes utilisations, et approximativement, de manière peut-être plus intéressante. Euh, donc, toutes les questions de choix, combien va coûter telle opération, si tu adoptes ça ou si tu adoptes ça, qu'est-ce qui va être plus utile, qu'est-ce qui va éviter le moindre de bémol, d'utilisation imprévue, c'est tout cela. Et donc, le code en lui-même est plus ou moins facile ou pas, mais bon, c'est pas insurmontable de reviewer la code. C'est tout le au-delà des conséquences qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Personnellement, je suis le genre de personne, je vais pas tout retenir dans ma tête là, parce que je regarde beaucoup trop de codes différents. Donc, je fais un swap, je fais un deep dive profond dans un sujet jusqu'à ce que je retrouve pour moi la réponse. Je vais poser ma review et puis je reswap ma mémoire pour autre chose et je fais la même chose pour notre pull request. Oui. Et c'est comme ça que personnellement je fonctionne. Je n'ai pas tout en tête à tout moment parce que je regarde beaucoup trop de sujets différents pour le faire. Ouais, bien sûr, ça va être un cauchemar, je pense, si t'essaies de tout retenir en même temps. Ça fait Par plus. exemple, ce matin, j'ai reviewé un pull request qui n'était pas très difficile, mais bon, ça touche de la code critique sur le P2P dans les Concord. Et puis immédiatement après, boum, je zappe et j'ouvre un autre pull request que je review pour
le initial block download, une amélioration l'utilisation de mémoire dans la taille des batchs pendant les syncs des blocs. Donc, tu vois, un sujet complètement différent et tu passes de l'un à l'autre. Et donc, à chaque fois, c'est un deep dive différent et je charge tout dans la tête, je fais un jugement et puis je vide. Et je passe au sujet suivant. Ok, intéressant. Et enfin, j'imagine, il doit y avoir d'autres d'autres core devs qui, eux, fonctionnent complètement différemment ou c'est un peu le même Bah, non, mais mécanisme? tu finis par avoir quand même une base à force d'avoir vu 100 fois, 500 fois, 1000 fois la même partie du code que tu finis par bien connaître. Et on a tous des parties du code qu'on connaît mieux soi-même que d'autres. Euh, je pense faire partie de ceux qui review plus largement et de façon générale que d'autres qui restent très pointus. Donc, oui, il y a des gens qui sont plus spécialisés et d'autres qui sont plus généralistes. Ok. Est-ce que tu as encore du temps pour moi? Parce que ça fait 1 heure. Si tu as encore 20-30 minutes. Ouais, ça va, oui. Ok. Parce que moi, j'ai encore une question, enfin un sujet à aborder. Et sinon, s'il y a des Mhm. questions dans l'audience, n'hésitez pas soit à écrire un message dans les commentaires ou à demander la parole et je vous donnerai la parole pour poser directement votre question. Moi, ma question, c'est par rapport à la centralisation des poules de minage. J'ai vu que tu avais relayé aussi l'article de 0x BDC. Ah oui, c'est un bon collègue, je l'aime bien. Il avait commencé exactement en même temps que moi, Ok, même année et tout. Ouais. intéressant. Et donc C'est un gars sympa. J'aime bien. Ok, mais je le connais pas. Enfin, je connais que son travail. Je le connais pas lui personnellement. Oui, ben, il réussit à être discret un peu plus que la moyenne. Et bravo à lui. Ouais. Oui. Et j'avais vu déjà, j'avais fait un article sur une de ces révélations il y a presque 2 ans maintenant sur des transactions qui avaient potentiellement été rejetées, censurées par les poules. Et là récemment, il a révélé qu'il y aurait donc, enfin c'est quelque chose qui se sait, mais il a fait des statistiques un peu plus précises qui montrent que plus de 90% des blocs templates sont créés par environ 6 poules de minage ou les poules et leurs proxys. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire potentiellement comment est-ce qu'on pourrait mitiger ça, décentraliser un peu justement la construction des blocs? Je pense qu'en effet, c'est bien un problème de centralisation inquiétant. Euh, Est-ce qu'il y a une solution facile à cela? Je n'en ai pas. Et, comme ça, euh, démocratiser le minage, mais bon, avec la hash rate qu'il y a aujourd'hui, c'est assez massif. Donc, il y a plein de gens qui disent, ouais, vous êtes des do-over, chacun a une bitaxe à la maison, c'est gentil, mais bon, ça va rien influer. Mais bon, ça m'empêche pas de miner moi-même. Je pense que c'est cool. Et même à l'avenir, j'aimerais bien faire une installation perso avec pas mal de solaire, avec toute l'énergie en excès, avec du mineur plus conséquent. C'est ma réponse perso à ça parce que je n'ai pas de. Effectivement, ce serait bien de. Bon, j'ai des amis comme Bloc Mécanique et Luc chez Océane. Ce sont des potes. J'adhère pas forcément à tout ce qu'ils disent. Je suis pas d'accord souvent avec certaines choses qu'ils disent, mais en effet, plus qu'on peut avancer dans un truc comme un vieux P2P pool, open source, décentralisation, il y a un problème de corruption financière par la centralisation des liquidités, parce que les mineurs qui font du FPPS, ils ont besoin de trésorerie, et ce besoin de trésorerie qu'ils n'ont pas, ça les oblige à un peu se vendre l'âme au diable, comme Bitmain. Les gens qui ont beaucoup plus de liquidité qu'eux et qui les font payer cher cette liquidité. Donc c'est un problème humain qui contribue à la centralisation. Et c'est une corruption financière, en effet. Hmm. Mais enfin, en majorité, ça reste quand même une centralisation au sein des pools. Donc, j'imagine, comme tu l'expliquais très brièvement, Ouais, ça mais reste les mineurs qui font. cette façon de payer où tu garantis FAPS, tu garantis. Euh, Au fait, FAPS est très, très demandé par les fournisseurs de hash rate, ce que j'appelle les mineurs bêtes, enfin bêtement. Euh,
Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un revenu régulier pour couvrir les frais d'électricité et de stockage et de matériel. Et donc, ils optent souvent pour les pools qui leur offrent le truc régulier. Et le pool, pour offrir le truc régulier, même s'ils ne trouvent pas de blocks, ils ont besoin de liquidité de trésorerie beaucoup plus élevée que s'ils paient des gens en fonction de ce qu'ils trouvent réellement. Ouais. Mais Peut-être que c'est donc, trop basique ce que je raconte. non, mais Je ça connais fait, pas avec ton audience. ça fait du Mais sens, ouais. effectivement, donc ce besoin de cash flow stable induit une forme de corruption, une Ouais. dépendance, Donc, une il centralisation favorise, de celui qui peut fournir les liquidités pour l'industrie. donc ça, c'est qu'il favorise des grosses poules, parce qu'il y a cet avantage-là, notamment. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, enfin, mon point, c'est de dire que quoi qu'il arrive, ça reste une Pas que les gros centralisation. pools, mais ceux qui dominent par proxy les pools un peu en cachette, avec Ouais. les... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste une centralisation des poules, et les poules en soi, bah, elles centralisent les mineurs, enfin, elles centralisent les blocs templates. En fait, c'est le même bloc template qui est envoyé à plein de mineurs, mais le Et, pouvoir de hachage reste. et beaucoup de gens, ils disent, ouais, Stratum V2, V2, Stratum, c'est la voie de sortie. Mais non, ça ne règle pas tout. Ouais, ça règle qu'une partie du Stratum ne problème. règle pas ce problème de fond que je viens d'évoquer. Hmm. Et bah, très bien, je pense qu'on a. Après, ça prendrait plus de temps, je pense, si on approfondit ce sujet. Mais c'est vrai, Stratum V2, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un épisode dédié sur juste Stratum V2. C'est un rabbit hole dans le rabbit hole. Oui, Et, tout à fait. Ouais. et je vois qu'il y a CryptoMons. Ça aide, c'est sûr, mais Ouais, ce n'est pas la réponse finale, surtout contre la centralisation. c'est sûr. Et je vois qu'il y a Cryptomancien qui a demandé la parole. Vas-y, Cryptomancien, n'hésite pas à poser ta question à John. Je- Ton micro est encore fermé. Alors Salut. déjà, je voudrais, déjà, je voudrais saluer John parce que enfin, c'est pas souvent qu'on a un expert sur Bitcoin Core. C'est très rare et c'est un honneur de parler avec un expert Bitcoin Core. Moi, j'ai une petite question sur, pas sur Bitcoin Core, mais sur la documentation de Bitcoin Core. Parce qu'en fait, c'est un outil où je travaille beaucoup avec et je rencontre quelques frustrations au niveau de la documentation. Tu sais, enfin, il y a beaucoup de commandes qui sont mal documentés. Tu sais, il y a les commandes, tout ce qui touche aux clés, les clés publiques, les clés privées, où le résultat, c'est souvent des only legacy wallet are supported by this command. Tu sais, c'est toutes les anciennes commandes. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on peut mettre à jour la documentation de Bitcoin Core, de référencer toutes les anciennes commandes et de bien préciser aux nouveaux développeurs qui arrivent de basculer non pas sur les clés mais sur les descriptors. Comment on pourrait gérer ce problème de documentation? Alors, ce basculement de legacy à tout descripteur est en cours. Je pense que la prochaine release sortie de Bitcoin Core ne va plus fonctionner avec les wallets legacy. Donc, c'est une rupture assez importante. Et ça travaille beaucoup en ce moment, justement, mais la prochaine version de Core va gérer que les descripteurs. Maintenant, je pense, si je comprends bien, tu parles en documentation, pas tellement de release notes, mais plutôt de la documentation des RPC. Oui, tout à fait, oui. OK. Et si tu constates un défaut ou une amélioration, personnellement, je suis très porté sur le user-friendly, l'aspect user-friendly ou non de Core. Et j'ai revu beaucoup de changements proposés dans le doc. Donc, si tu constates quelque chose qui pourrait être mieux, par exemple, tu pourrais m'envoyer un message sur Twitter me parlant de ça. Et je pourrais te dire si je pense que c'est utile et que tu ouvres une pull request ou qu'on le fasse ensemble, pas de problème. Et ben, volontiers, j'aimerais beaucoup participer, enfin, faire des petites pull requests pour Bitcoin Core. Après, Ça serait cool. si c'est des corrections de grammaire, des trucs comme ça, bon, ça, ils n'aiment pas trop voir ça des nouvelles têtes. Ils préfèrent ils préféraient que tu ou que nous corrigions un vrai problème dans la documentation que juste pour te dire que juste parce qu'un mot n'est pas bon. S'il y a une vraie faute, oui.
Et ça m'intéresse parce que ça intéresse tout le monde parce que personne ne veut avoir des documentations qui sont mauvaises. Donc, et en effet, les corps dev, ils prêtent pas toujours beaucoup d'attention à ça parce qu'ils connaissent eux-mêmes très bien. Et donc, souvent, c'est là justement où un œil de l'extérieur peut être utile. OK, bah, merci pour ta réponse. Je pense qu'on va essayer de faire ça ensemble, un de ces jours. Ouais, n'hésite pas par, par message privé sur Twitter ici. Ou si tu le sens, si tu es sûr de toi, tu peux ouvrir une issue dans Bitcoin Core ou même un pull request, mais je te conseille de m'en parler avec moi avant pour avoir plus de succès dans ton intervention. OK, bah, je Parce vais faire enfin, on va faire des choses bien. On va faire qu'il y ça a pas ensemble. mal d'écueils à éviter, c'est pour ça. Et que c'est mieux qu'on le fasse un peu en privé avant pour que tu te lances avec beaucoup de chances de succès dans ce que tu vas proposer. OK, bah, c'est super. Cool. Et bah super, merci beaucoup Cryptomancien pour ton intervention. Si ça peut permettre d'améliorer enfin si ce live là peut permettre une connexion et améliorer quelque chose dans Bitcoin Core, c'est complètement bénéf. Donc très content de voir cette connexion se créer. Et si t'as quelque chose à rajouter, John, vas-y. Sinon, on peut clôturer. Je sais pas si t'as un message à la communauté francophone française concernant Bitcoin Bon, Core ou. francophone, ouais, ben, s'il y en a qui ont, comme moi j'avais vocation à devenir un développeur dans le Bitcoin, que ça soit du côté des applications ou du côté protocole, comme Bitcoin ou Bitcoin Core ou Lightning, les deux, euh, je pense que ça n'a jamais été aussi pas facile, mais favorable, et oui, facile de le faire que par rapport à avant, parce que maintenant, il y a pas mal de programmes, de séminaires, d'éducation, de formation, où en plus, ils regardent qui fournit le travail vraiment avec le matériel en question. Parce que ce qui fait défaut, tu peux être surpris, mais il y en a quand même très, très, très peu de développeurs ou de gens qui sont capables ou qui fournissent l'effort proof of work pour le faire. Et si toi, tu fournis ce proof of work, tu vas rien qu'avec cela te distinguer. Et si tu as des capacités, compétences relativement pas trop dégueulasses, et surtout que tu fasses le proof of work sur une durée suffisante pour que ça fonctionne, tu vas te distinguer, tu vas te faire repérer de toi-même. J'ai un blog, j'ai un site perso sur GitHub, basique. C'est que du texte sans JavaScript, très très basique, où je fournis des conseils. J'ai des articles du début, de mes premières années, où je fournis des conseils pour ceux qui se lancent. Et si ça te dit de te lancer, je te le conseille de lire. Je donne très en détail la façon de t'y faire, d'approcher la chose. Mais si tu es d'accord pour bosser quelques mois là-dessus assidûment avec le matériel et vraiment fournir une proof of work, tu vas vite te faire repérer par les gens qui peuvent t'aider. Donc, ce n'est pas hors de portée, et ça n'a jamais été aussi peu hors de portée. Et il y a quand même une demande en continu de nouveaux sons parce qu'on perd quand même. Il y a des anciens qui s'en vont et on perd beaucoup d'expérience avec eux. Et il y a en continu besoin de nouveaux gens qui veulent travailler sur le protocole ou dans des applications. Donc, je vous encourage, ce n'est pas du tout impossible de faire. Je pense que même si moi, je peux le faire, je ne vous ai pas dit comment je me suis lancé. Chain Code Labs, il faisait en 2019, il lançait un grand programme de résidence d'été. Il payait les gens 8 500 $ par mois. Il est logé, il payait les vols, il passait tout l'été à Chain Code Labs à New York City. C'était un truc de 3 mois. Et en fin de compte, à la clé, des fois, des carrières à plein temps. Et ben moi, j'ai postulé. Je pense qu'il y a une leçon là-dedans, c'est pour ça que je raconte ça. J'ai postulé fin février, juste avant le deadline. Et ils m'ont contacté, ils m'ont fait un entretien. J'étais relativement sûr de moi parce que ça faisait des années que j'étudiais le Bitcoin et que j'étais dev très, très,
confirmé, quasiment tech lead CTO dans les projets, et ils m'ont rejeté. Et ils m'ont dit non, on cherche plutôt des core devs qui vont rester assez longtemps, qui ont le potentiel de faire des années là-dedans. Ce qui est rigolo parce que là, je suis dans ma 7e année. Mais ce que j'avais compris, c'est que je ne correspondais pas forcément au profil qu'ils cherchaient. Ils cherchaient des jeunes, plutôt des nouveaux développeurs, fraîchement sortis d'école, qui étaient peut-être plus faciles à former, à manier, plus pliables. Voilà le mot que je cherchais. Donc, ils m'ont dit, bon, c'est bien, mais bon, on ne vous prend pas pour cet été, mais n'hésite pas à postuler prochaine fois. Bon, ils n'ont jamais refait cette résidence à grande ampleur. Ils ont fini par faire ça tout en remote par la suite, parce qu'après, il y a eu le Covid. Mais ils ne font plus en résidence à New York. Ça coûte cher quand même. Mais 2 semaines sont passées après ce rejet. Je me suis dit, bon, quand même, merde, j'ai envie de le faire. Et j'ai commencé moi-même, sans rien, à travailler, à essayer de reviewer les pull requests qui venaient dans Bitcoin Core. Et bon, je ne savais pas ce que je faisais. Mais au bout de 2 semaines plus loin, Chain Code Labs, ils m'ont appelé de nouveau. Ils m'ont contacté en me disant, waouh, on voit ce que tu fais là, tu fais des efforts. C'est cool, continue. Est-ce que tu veux un call avec un des lead devs chez nous? Et j'étais, ouais, cool. Et lui, il m'a motivé à bloc. Il m'a dit, vas-y, pousse d'ambition, continue, tu peux le faire. Et c'était un autre ton complètement. Et ben, j'ai continué 2 mois plus. J'avais plus de reviews et plus de commits que tous les autres postulants à cette résidence réunis, parce que j'étais à fond. Et ils ont fini par me prendre quand même pour la résidence, pour le séminaire. Ils m'ont envoyé à New York, en fin de compte, quand même. Donc, mon message, c'est que le proof of work, ça remporte. Même si tu n'as pas le profil qu'ils cherchaient, bon, tu peux quand même y arriver. Et à l'époque, c'était vachement dur. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, le proof of work, ça pèse quand même, je pense, plus que tout. Voilà mon message final. Et ben, merci beaucoup. Moralité, si vous voulez contribuer à Bitcoin, just do it, comme on dit. Ça fait très bateau de le dire comme ça, mais. Il y a une question de plus? Non, je crois que c'est tout. Ou il y a Cryptomonsa qui avait ouvert, qui avait levé la main. Dernière petite question. Dernière petite question. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative de Luc Dasher? C'est pas Core, c'est Note. Bon, en fait, on en avait parlé quand même pas mal au début, donc tu pourrais. Ah, pardon. Oui. Il Il y a le replay. Il n'y a pas de souci. Ouais, il y a le replay, je l'écoute après. Le space reste là, et après, je sais pas si tu regardes sur Twitch, mais il y a aussi le replay sur Twitch et le replay total la semaine prochaine qui devrait sortir sur les autres plateformes. Ok. Bon, bah voilà, merci pour ceux qui sont venus écouter, et j'espère que ça a été intéressant. Bah, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Merci beaucoup, John, pour ton temps et pour avoir accepté mon invitation. Peut-être une autre fois, d'ici quelques mois, pour parler d'un autre sujet peut-être plus spécifique. Et, pourquoi pas. Écoute, c'était un plaisir pour moi de pouvoir repratiquer un peu le français, parce que 3 ans au Salvador, j'entends quasiment plus le français et j'ai beaucoup de mal. Donc c'était cool pour moi. Bah écoute, si tu veux faire un cours de français, n'hésite pas. On pourra faire ça en live aussi. Et bah voilà. Bon, à bientôt. Oui, bon après-midi à toi et bonne fin de soirée à tous les Français. Ciao. Bonne soirée à tous. Salut. Salut.